La crise financière, comme celle de 2008, est un événement rare. Les responsables politiques doivent apporter dans l'urgence des réponses lourdes à des problèmes complexes. Quelle que soit leur expertise personnelle, ils ont besoin de s'entourer de conseils de ceux qui sont au cœur des activités financières. Cela crée-t-il une asymétrie favorable aux entreprises que dirigent ces derniers, sans pour autant parler de corruption? Acemoglu, Johnson, Kermani, Kwak et Meaton analysent dans une étude publiée par le Journal Financial Economics le cas de Timothy Geithner, nommé fin 2008 par le président Obama en tant que secrétaire au Trésor. Il s'interroge sur le fait de savoir si les firmes financières dont les dirigeants entretenaient une certaine proximité avec lui ont bénéficié d'une évolution plus favorable de leur valeur de marché. Pour étudier ce cas, ces auteurs exploitent les évolutions des cours boursiers et éventuellement des prix des CDS, quand ils sont disponibles, de 603 firmes financières pour lesquelles les données sont à disposition. Les données financières proviennent ici de la base DataStream. Pour identifier les personnes en relation avec Timothy Geithner, les auteurs recourent à diverses sources, comme son agenda professionnel en tant que président de la New York Fed, tel que publié par le New York Times, ou encore les cartes de réseau éditées par le site muckety.com. L'étude, en novembre 2008, le président élu Obama devait constituer son équipe gouvernementale. Dès le vendredi 21 novembre, vers 15 heures, des premières fuites dans la presse indiquaient le choix de Geithner. L'annonce officielle aura lieu tôt, le lundi 24. Notons que ce choix était encore relativement incertain. Le 15 novembre, les probabilités de nomination étaient de 45% pour Geithner, de 26% pour Summers, 10% pour Corzine, 9% pour Volcker et 8% pour Blair, et brièvement complété par celle d'un épisode contraire. Les difficultés rencontrées en janvier 2009 par Geithner lors de son audition au Sénat, à cause de manques dans des déclarations fiscales. Pour identifier les dirigeants de firmes financières en relation avec Geithner au cours de son mandat de président de la New York Fed, les auteurs ont relevé sur son agenda toutes celles qui avaient obtenu un rendez-vous avec lui entre janvier 2007 et janvier 2009. Deux autres mesures ont été concurremment utilisées. La seconde mesure provient de l'exploitation du site muckety.com qui fournit des cartes de réseau de relations entre certaines personnalités américaines, des organisations variées et d'autres personnalités. Par exemple, le fait de siéger dans le même conseil d'une entreprise ou d'une fondation peut être considéré comme un bon exemple de relation. Enfin, la troisième mesure est plus lâche. Tous les établissements situés à New York sont considérés comme ayant été en relation directe, vu ses fonctions de président de la New York Fed assurées à ce moment. Pour mettre en évidence l'effet de l'annonce sur les firmes, dont les dirigeants entretiennent des relations avec Geithner, les auteurs utilisent principalement comme mesure les rendements anormaux cumulés. Trois mesures sont estimées. Une immédiate, le jour des fuites, entre 15 heures et la fermeture du marché. La seconde à très court terme, jusqu'à la clôture de la bourse suivante après l'annonce officielle. Et enfin, une troisième, sur une période de 10 jours, pour s'assurer de l'absence de mouvements correcteurs ultérieurs. À titre complémentaire, une étude sur un échantillon réduit a exploité les variations enregistrées
sur les marchés les plus significatifs de CDS pour les dettes émises par ces établissements financiers. Les rendements anormaux calculés à partir d'un modèle de marché sont régressés sur l'une des mesures de relation entretenues avec Geithner. Le coefficient bêta mesure alors l'effet spécifique étudié. Un vecteur de variables de contrôle, grand X, est introduit. Taille, rentabilité et levier. Sous forme cubique pour tenir compte de non-linéarité éventuelle. Enfin, pour tester la robustesse, d'autres variables, grand R, sont utilisées comme la sensibilité à la crise, ici mesurée à travers l'écart enregistré lors de la chute de la banque Lehman Brothers, le dispositif TARP et ses bénéfices pour les sociétés financières, ou encore l'exposition à des actifs toxiques. La seconde méthode utilisée consiste à recourir à un appairage plus fin entre chaque firme du groupe de traitement, celle ayant des relations, avec une entreprise de contrôle qui est construite de manière synthétique. Sur une période de 250 jours de bourse, précédant d'un mois l'événement, les auteurs recherchent la combinaison de rendement des firmes de contrôle qui imite au mieux le rendement de la firme de traitement. Le vecteur de pondération W est obtenu en minimisant la somme des écarts au carré. Ce système de poids est ensuite utilisé pour calculer le rendement normal sur chacune des trois périodes d'étude, immédiate, à court terme et 10 jours. Par différence avec les rendements observés, sont calculés les rendements anormaux. La méthode s'avère plus robuste et moins sensible à la présence d'effets concomitants. Ainsi, Acemoglu, Johnson, Kermani, Kwak et Mitton mettent en évidence que l'annonce de Timothy Geithner comme futur secrétaire au Trésor, à une époque marquée par une sévère crise financière, a généré des rendements cumulés anormaux pour les firmes financières dont les dirigeants étaient en relation avec lui. Plus 6% à la clôture du premier jour entier de transaction, plus 12% au terme de 10 jours. Par ailleurs, ces résultats ne trouvent pas leur explication dans l'idée que Geithner et ses conseillers auraient favorisé les grandes et complexes firmes financières de Wall Street, au détriment des autres institutions. Les résultats bénéficient de contrôles poussés sur les effets de la taille, de la rentabilité et du levier. Ils sont fondés sur les différences entre firmes connectées et firmes non connectées de même taille. Ces effets ne se retrouvent pas lors des nominations précédentes. Ils paraissent liés à la période de très grande turbulence financière enregistrée en novembre 2008. À l'époque, le pouvoir discrétionnaire des dirigeants était élevé pour apporter des réponses urgentes aux institutions financières sévèrement en crise. Le marché anticipait donc très rationnellement que les responsables s'appuieraient plus volontiers que d'habitude sur les conseils et les remarques formulées par les professionnels qu'ils connaissaient bien. Toutefois, pour Acemoglu, Johnson, Kermani, Kwak et Mitton, il ne faut pas s'attendre à observer de telles réactions significatives à l'annonce d'une prochaine nomination, car les mécanismes de contrôle traditionnels reprendront le dessus. La vitesse des prises de décision diminuera, ainsi que les pouvoirs discrétionnaires. Du moins, si les prochaines nominations ne se produisent pas en période de grave crise financière.